Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des preuves qui mettent en évidence que la Terre est plate. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, on va découvrir des choses hallucinantes. Let's go! Pour quelqu'un qui a été éduqué depuis son enfance au modèle dominant de la Terre ronde, il peut paraître difficile d'admettre que la Terre puisse être plate. Pourtant, aussi bien les innombrables constatations empiriques que des dizaines d'expériences réalisées de par le monde ne laissent quasiment plus de doute quant à la solidité de ce dernier modèle. Nous passerons ici en revue quelques-uns des principaux arguments et preuves militant en faveur de ce modèle quelque peu atypique. Horizon plat et fixe. Pour un observateur quelconque, l'horizon apparaît toujours plat, quelle que soit la direction où il regarde, et quelle que soit son altitude, abstraction faite des accidents de relief bien sûr. Avec une supposée circonférence de 40 000 km du globe terrestre, on devrait voir l'horizon se courber au fur et à mesure qu'on prend de l'altitude. Or ceci n'est constaté qu'à travers les hublots des avions aux verres déformants ou les caméras de type GoPro et autres lentilles fisheye dont use et abuse la NASA. En fait, avec des caméras ordinaires fixées à des ballons sondes amateurs, même des photos prises à partir de la stratosphère montrent toujours un horizon plat. Surface aqueuse plane. La mécanique des fluides voudrait qu'un liquide au repos ait toujours sa surface plane. C'est ce qu'on observe par exemple à la surface d'un lac par temps calme. Si donc la Terre était sphéroïdale et tournée à des vitesses et accélérations considérables, on ne pourrait jamais observer de telles surfaces plates, du fait de l'entraînement causé par ce supposé mouvement rotatif. Bien plus, on devrait observer des renflements d'eau massifs provoquant des inondations et des tsunamis continus, ou encore observer certains cours d'eau allant à l'encontre de leur écoulement naturel, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont. Or, rien de tout ça n'est constaté. Le simple bon sens voudrait que si les eaux des mers et des lacs restent planes, par temps calme, c'est tout simplement parce que la Terre est plate. D'ailleurs, les capitaines de navires qui naviguent sur de grandes distances ne prennent jamais en compte une éventuelle courbure dans leurs calculs. Bien au contraire, tous ces calculs sont basés sur la trigonométrie plane et non sphérique. Expérience de Bedford-Level. Si la Terre avait effectivement la forme d'une boule ayant un diamètre de près de 13 000 km, comme le prétend l'astronomie moderne, cela voudrait dire par exemple que la surface d'une eau stagnante serait courbée. Et avec de simples calculs trigonométriques, on pourrait montrer que cette courbure convexe s'abaisse. Or, c'est exactement l'expérience qu'a menée en 1838 un inventeur anglais du nom de Samuel Robotham. Ce dernier avait effectué une série d'observations sur un tronçon rectiligne du canal de Bedford-Level, Norfolk, d'une longueur de 9,7 km. À l'extrémité de ce tronçon, il a établi un télescope à 20 cm au-dessus du niveau de l'eau afin d'observer un petit bateau sur lequel il avait fixé un drapeau à environ 0,81 m du niveau de l'eau. Le résultat de l'expérience était que Robotham continuait toujours de voir à travers le télescope le bateau lorsque celui-ci arrivait à l'autre bout du canal, alors qu'en principe il devait disparaître de son champ de vision s'il y avait courbure. Lumière et chaleur du soleil. L'idée d'une Terre sphérique effectuant des mouvements de rotation autour d'elle et de révolution autour du soleil situé à 150 millions de kilomètres est difficilement soutenable pour tout un tas de raisons. D'abord, à une telle distance, les rayons du soleil devraient arriver quasiment parallèles. Or, on remarque souvent par temps légèrement couvert que les rayons qui passent à travers les nuages sont très divergents, ce qui amènerait à penser que la source lumineuse n'est pas si éloignée que ça, tout au plus quelques milliers de kilomètres. Ensuite, lorsqu'on visionne en accéléré time-lapse le mouvement du soleil dans le ciel, on voit clairement sa taille apparente augmenter graduellement depuis le lever jusqu'au midi, puis diminuer jusqu'au coucher. Ceci s'explique parfaitement si l'on admet que le soleil s'approche progressivement de l'endroit d'observation avant de s'éloigner pour disparaître à l'horizon. D'autre part, les écarts de température simultanée sur la Terre à quelques milliers de kilomètres seulement, par exemple une chaleur étouffante en Afrique, par contraste à un froid glacial en Antarctique, rendent complètement absurde la thèse qui voudrait que la source de chaleur se situerait à des dizaines de millions de kilomètres de là. Ces écarts sont trop importants pour être expliqués par le modèle héliocentrique classique. Et enfin, on ne peut pas occulter que même des endroits situés à la même latitude connaissent un comportement différent du Soleil, selon qu'il soit au nord ou au sud de l'équateur.